Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Soyez les bienvenus dans ce webinaire dans lequel nous allons évoquer effectivement cette part incontrôlable du risque cyber qu'il va falloir accepter de partager peut-être avec un cyberassureur. Donc nous sommes le 25 novembre, il est 11h30. Je rappelle ça, c'est parce que vous allez avoir cet après-midi un replay de ce webinaire et après ce replay sera disponible dans le temps. Donc voilà, pour situer un petit peu dans le temps, nous sommes le 25 novembre 2025 et je suis en compagnie de Michael de Resco Bonjour. Courtage. Bonjour Michael, je suis vraiment enchanté. On a passé énormément d'échanges à préparer ce webinaire ensemble. Et bon, voilà, on a beaucoup échangé sur le sujet. C'est un sujet qui est vraiment passionnant, la cyberassurance. Donc voilà un petit peu ce qui nous tient à cœur aujourd'hui de vous présenter, de vous partager. Et puis on va essayer de vous donner les clés justement pour vous rendre le plus cyberassurable possible. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 50% des entreprises françaises qui sont cyberassurables. Donc voilà, aujourd'hui, on va vous donner les clés pour vous rendre cyberassurable et tous les détails qui vont être intéressants pour vous de connaître avant de taper à la porte d'un cyberassureur. Alors, si tu veux, on va commencer, hein, Michael. Je te propose, donc on va vous proposer ça en 5 temps, plutôt 4 temps, une introduction. On va vous proposer les fonctionnements justement de la cyberassurance, les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer, et puis on va vous proposer quelques conclusions, et puis un dernier slide qui vous proposera quelques ressources si vous voulez vous documenter, et puis en savoir un petit peu plus sur nous et sur ce qu'on fait et ce qu'on peut vous proposer. Donc, Michael, qu'est-ce que c'est Resco Courtage? Parle-nous un petit peu de toi aussi. Donne-nous un petit peu ton Ouais. background, d'où tu viens, où tu vas. Alors, ravi aussi d'échanger avec toi, Jérôme, aujourd'hui. Moi, c'est Mickaël Dialis, je suis responsable développement et référent cyber au sein de Resco Courtage depuis donc 2 ans, comme je le disais. Resco Courtage, c'est un cabinet de courtage qui est spécialisé sur 3 secteurs qui sont la cyber, assurance, les métiers de la sécurité et la mobilité internationale. Resco, c'est l'un des premiers cabinets de courtage qui s'est spécialisé sur le risque cyber et l'assurance cyber. Aujourd'hui, on accompagne un bon nombre de sociétés sur ce type de risque, que ce soit de la TPE, la PME et de la grosse ETI, même presque grand groupe maintenant. Euh, voilà ce qu'on apporte chez Resco, c'est de l'accompagnement auprès de tout type de société. On ne se limite pas seulement à mettre en place un contrat, hein, ça va bien plus loin. On va accompagner le client dans toute la démarche pour être cyberassurable. Et puis ensuite, on va l'accompagner dans la vie du contrat avec la négociation de renouvellement et puis l'accompagnement aussi sur la gestion des sinistres quand il faut défendre ses intérêts auprès des assureurs. Parfait, merci beaucoup, Michael. Alors, bien sûr, vous aurez nos coordonnées en détail hein, à la fin de cette présentation, pour sûr. Hop, voilà. Concernant Logpoint, alors Logpoint, c'est une entreprise historiquement qui fabrique du SIEM, donc du SIEM agnostique. On va certainement en reparler pendant cette présentation. Notre maison mère était basée à Copenhague, au Danemark, ce qui fait de nous une entreprise européenne. Donc en cyberdéfense, en ce moment, je n'insisterai pas sur l'importance disons le mot, de la souveraineté européenne, par exemple. Nous avons des certifications très intéressantes en termes de technique, politique aussi. Hein, L3+, c'est une certification visée par les critères communs de l'OTAN. Donc, ce qui nous permet effectivement de travailler avec le monde de la défense, le régalien, et puis beaucoup aussi le monde de la santé. Et on va tendre aussi vers une certification CRA, hein, Cyber Resilience Act, dont on pourra vous en dire plus un peu plus tard. Tous nos investisseurs sont aussi suédois, donc on reste sur des capitaux 100% européens. Donc ça, c'est très intéressant de le souligner. Et puis alors, qu'est-ce qu'on fabrique, qu'est-ce qu'on produit, qu'est-ce qu'on peut vous offrir d'un point de vue technologique? Il y a du SIEM, du SOR et du NDR. Alors peut-être que tout ça, si vous êtes intéressé par un webinaire de cyberassurance, ça ne vous parle pas. Le SIEM, c'est le recouvrement, enfin l'analyse de tous les logs de votre système d'information. C'est pour ça qu'on est agnostique, on récupère les logs de toute forme d'éditeur, que ce soit du firewall, du poste de travail, les imprimantes, enfin voilà, on peut imaginer tout en termes d'IT, mais aussi d'OT. Donc c'est très intéressant d'avoir une vision 360 et agnostique. Le sort pour répondre à des incidents, et éviter la fatigue des analystes qui vont avoir à supporter beaucoup d'alertes, eh bien, on va l'aider avec de l'automatisation. Et puis le NDR, ça va être pour aller surveiller ce qui se passe sur votre réseau, parce que peut-être que les attaquants
Vous, en tant qu'entreprise, vous savez qu'à l'extérieur de l'entreprise, c'est complètement la guerre. Tous les assaillants essaient de rentrer dans votre système d'information pour différentes raisons. On ne va pas les évoquer aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, une fois qu'ils sont peut-être chez vous déjà, eh bien, le NDR va nous aider à détecter des signaux faibles de façon encore plus précise, des mouvements latéraux, par exemple. Et voilà. Donc, on a un webinaire d'ailleurs dans 2 jours à ce sujet-là pour aller vraiment dans le détail de ce qu'on peut faire avec le CIEM et le NDR. Je vous en reparle à la fin de cette présentation. Voilà pour l'introduction. Donc, on va passer effectivement au fonctionnement et l'essence même et la raison pour laquelle vous êtes là aujourd'hui avec nous, le fonctionnement de la cyberassurance. Alors, n'hésitez pas, hein, vous avez 2 possibilités pour communiquer avec nous pendant ce webinaire. On a le module de questions-réponses dans Zoom et puis éventuellement le module de discussion. Donc, si je vois des questions qui sont très pertinentes au moment où on vous présente les choses, n'hésitez pas à interagir et puis on décidera avec Michael si on les traite en fin de session ou alors directement. Donc, le fonctionnement de la cyberassurance, ben là, forcément, Michael, c'est l'expert de cette situation. Alors, déjà, parce que quand on n'est pas habitué à ces problématiques de cyberassurance, on a tous, hein, de toute façon, euh, une approche de l'assurance, voiture, maison, responsabilité civile, il y a un certain nombre de choses auxquelles on est déjà habitué. Mais finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de notre cyberassureur, de notre courtier en cyberassurance, des primes et des contrats de cyberassurance qu'il va pouvoir nous proposer? Ouais, alors, on va déjà reprendre un peu par la base et dire ce que c'est que la cyberassurance. En fait, la cyberassurance, c'est une couverture qui protège une entreprise contre les conséquences financières et opérationnelles d'une cyberattaque ou d'une fuite de données. C'est un contrat qui est assez récent sur le marché de l'assurance. Il nous vient d'outre-Atlantique. Il a été créé aux États-Unis. Et puis, il est venu en France, on va dire, à la fin des années 2000, donc aux alentours de 2010, et concernait principalement, on va dire, les grands groupes, les grosses ETI, qui se cyberassuraient parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un réel risque avec l'informatisation de leur activité. On va dire qu'il y a vraiment un avant-Covid et un après-Covid. Pendant le Covid, beaucoup de personnes ont été envoyées en télétravail pour les raisons qu'on connaît, sans pour autant avoir des moyens de protection qui étaient adaptés pour ce travail à distance, donc pas forcément de VPN, pas forcément de MFA. Et ben, ça a eu la conséquence que tous les cyberattaquants, eux, en ont profité pour cyberattaquer toutes les entreprises qui avaient envoyé leurs salariés en télétravail. Donc, explosion des cyberattaques. Et on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas seulement les grands groupes et les ETI, les grosses ETI qui étaient concernés par ces attaques cyber, mais on avait aussi les TPE, PME et petites ETI. Donc, le marché s'était un peu tendu face à cette explosion des attaques cyber. On avait des assureurs qui avaient vu leur taux de sinistre exploser et ils collectaient des primes qui étaient inférieures aux sinistres qu'ils avaient à payer. Donc, ça a eu la conséquence, en fait, de fermer un peu les portes de cette assurance cyber. On avait même des articles dans la presse qui me disaient est-ce que ce produit d'assurance est tenable dans le temps et est-ce qu'on ne voit pas la fin de cette assurance? Et puis finalement, on a vu des sociétés qui étaient de plus en plus résilientes, qui ont commencé à mettre des moyens de sécurité un peu plus performants. On a eu aussi une concurrence qui s'est bien étoffée sur le marché de l'assurance cyber. Et donc, ça a amené en fait à avoir une baisse des prérequis aujourd'hui pour être cyberassurable, une baisse des franchises et des garanties, enfin des primes, pardon, qui permettent aujourd'hui à pratiquement tout type d'entreprise de se cyberassurer correctement. Sur les garanties aujourd'hui qui sont proposées par ces contrats d'assurance cyber, on va dire qu'il y a plusieurs types de garanties et c'est sûrement l'un des contrats les plus complets sur le marché de l'assurance. La garantie principale, ça va être la garantie d'assistance. Donc, en fait, on vous met à disposition une cellule de crise qui va vous accompagner dans la gestion de votre sinistre. Donc, ça va être des experts IT. On va avoir une personne qui va négocier avec le rançonneur si on est face à un ransomware, non pas pour payer la rançon à la fin, hein, mais bien pour gagner du temps et permettre aux experts IT de leur côté de solutionner le problème, d'aller rechercher les sauvegardes, de les réimplanter, de reconstruire l'IT même dans certains cas. Au-delà de cet aspect technique, on va aussi avoir un avocat qui sera mis à notre disposition pour faire toutes les démarches légales. On sait qu'aujourd'hui, on est soumis à beaucoup de démarches lorsqu'on subit une cyberattaque, que ce soit du dépôt de plainte aux informations qu'on doit donner aux personnes qui ont potentiellement vu leurs données volées de par la cyberattaque qu'on a subie.
Et ça nous évitera ensuite de prendre une amende de la CNIL en fin de gestion de sinistre, ce qui n'est pas forcément toujours agréable. Et puis, on remarque aussi aujourd'hui que la communication est très importante. Quand on subit une cyberattaque, il faut communiquer auprès de nos prestataires, de nos clients. Et donc, il y a un cabinet de communication aussi qui est mis à disposition de l'assuré pour communiquer en externe, mais aussi en interne. On sait que les cyberattaques, ça engendre souvent beaucoup de stress en interne. Donc, voilà, ça permet de communiquer, d'avoir vraiment un levier pour sauver ce pan-là du sinistre qu'on subit. Oui, Au-delà et de ça, puis on va avoir effectivement. des aspects beaucoup plus financiers. Donc, ça va être tout ce qui va être ce qui vont être les frais supplémentaires. Donc, ça peut être de l'emploi de salariés complémentaires pour rattraper le retard qu'on a subi pendant la cyberattaque. Ça va être peut-être du rachat de matériel, hein. Peut-être que le matériel ne sera plus efficace lorsqu'on subira la cyberattaque, et donc il faudra racheter du nouveau matériel. On va avoir aussi tout ce qui est perte d'exploitation. Donc toute la période pendant laquelle on subit la cyberattaque et qu'on ne peut pas avoir notre activité, une activité, on va dire, normale, bah forcément, on a de la perte de chiffre d'affaires et de la perte de marge brute en parallèle. Et donc, le contrat d'assurance cyber peut nous accompagner dans l'indemnisation de ces pertes. Au-delà de ça, on va aussi avoir la responsabilité civile pour toutes les données qu'on aurait pu perdre et les réclamations qui pourraient venir ensuite. On sait qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas forcément de réclamations qui sont faites par les personnes qui ont vu leur volet dérobé. Mais ça se fait beaucoup aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis, au Canada, avec des class actions. On a aussi l'Australie qui est plutôt bien performante sur ce sujet-là. Mais si ça arrive aujourd'hui dans les pays anglo-saxons, on n'est pas à l'abri que ça arrive en Europe et en France dans les prochaines années. Et puis au-delà de ça, on va avoir des garanties que j'appelle un peu plus accessoires. Ça va être des garanties fraude informatique. Donc, par exemple, un cyberattaquant qui va s'introduire dans votre système d'information, il ne va pas forcément vous insérer un virus ou un ransomware, mais par contre, il va vous changer tous les RIB de la société pour qu'à chaque fois que vous fassiez un virement, ça tombe sur son compte. Voilà, donc ça, c'est des garanties qui sont, on va dire, complémentaires. Les montants de garantie sont souvent limités, mais ça permet d'avoir un premier montant de garantie sur ce type de sinistre. Et puis, bah, les assureurs, eux, ils se protègent aussi de leur côté. Ils se sont dit, la grande majorité des attaques aujourd'hui proviennent d'une erreur humaine. Donc, comment on va faire pour limiter cette part de risque qu'on gère finalement pas et que le DSI RSSI ne gère pas? Eh ben, on va faire de la prévention. Et si on fait de la prévention, les gens seront plus alertes sur les sujets, et donc on aura moins de sinistres, on aura moins à payer, et donc on gagnera plus d'argent. Et pareil pour les assurés, forcément, moins ils se feront attaquer, plus ils seront contents parce qu'ils n'auront pas à subir des crises cyber. Donc ils mettent à disposition des outils de prévention qui sont des campagnes de phishing avec des modules de formation qui sont assez basiques, mais qui permettent d'avoir une première approche, en tout cas, dans cette résilience cyber. Et puis on peut avoir aussi des scans, un scan externe qui fait le tour du nom de domaine de l'assuré, et des scans plutôt internes, donc des scans d'Active Directory et des scans de cloud en fonction de comment on fonctionne en interne. Eh bien, merci pour cette réponse très complète. Alors là, effectivement, ça nous donne un petit peu, quand même, un peu l'envergure de tout ce de tout ce que vous pouvez attendre de votre cyberassureur. Et vous voyez, c'est pas juste une déclaration, une perte financière et un remboursement. Ça va bien, bien au-delà de ce que on pourrait imaginer d'une assurance traditionnelle. Alors, comment l'assureur finalement va calculer ces primes de cyberassurance? Alors, il y a beaucoup de paramètres hein, sur ce calcul de prime. Ça va vraiment dépendre de la société qu'on va assurer. Donc, du chiffre d'affaires, du nombre de collaborateurs, du domaine d'activité, de la situation géographique des filiales potentiellement, du nombre de données collectées et puis de la criticité aussi des données qui sont collectées. Et puis, on va avoir aussi les moyens de sécurité qui sont mis en place. Euh, on sait qu'aujourd'hui, plus une société va être résiliente sur son risque cyber, bah, moins elle a de chances de subir une cyberattaque, moins de risques plutôt. Et donc, bah, on sera en mesure de proposer des primes qui seront plus abordables. Ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché d'assurance cyber, c'est que les primes ont fortement baissé. Comme je le disais tout à l'heure, on a une grosse concurrence. Et donc forcément, bah, ça tire les prix vers le bas. Et puis on a des franchises aussi qui étaient assez importantes auparavant, qui ont été vraiment revues. Aujourd'hui,
pour une TPE, une PME, une petite PME, on arrive à s'assurer pour le prix d'un smartphone par an, donc aux alentours de 1000 euros, et une franchise qui peut descendre même jusqu'à 500 euros, sachant qu'aujourd'hui, juste pour de l'assistance, si je prends un peu la moyenne de ce qui se fait sur le marché, c'est 1000 euros par homme par jour. Il suffit que vous traversiez une crise de 10 jours avec 3 hommes mis à votre disposition. Bon, voilà, on arrive tout de suite à 30 000 euros. Finalement, notre prime de 1000 euros, elle est remboursée dès la première journée, quoi. Ouais, donc c'est pas vraiment un calcul à faire en fait. La cyberassurance Non. devient un élément essentiel. C'est ce que je disais d'ailleurs en préambule enfin, la façon dont la façon dont on a rédigé l'invitation à cette présentation, c'est qu'effectivement aujourd'hui vous pouvez très bien avoir déjà une maturité défensive importante, un EDR, de la gestion des firewalls, du MFA comme en parlait Mickaël tout à l'heure. À un moment donné, sur l'étagère de votre cyberdéfense, vous allez pouvoir avoir tous les outils possibles et imaginables. Et il reste encore cette part de risque que vous allez devoir partager justement avec votre cyberassureur. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est tout à fait possible financièrement et accessible aux TPE, TI. Alors, Mhm. comment on choisit son courtier en cyberassurance? Quels sont les critères? Comment, par quoi je commence quand je suis une entreprise? Mais comme le contrat d'assurance cyber, c'est un contrat qui est assez récent finalement, on a assez peu de courtiers qui sont spécialisés sur le domaine. Moi, j'ai travaillé avant dans des cabinets de courtage qui étaient beaucoup plus généralistes, toujours en entreprise, hein, mais ce n'était pas le sujet qu'on abordait en priorité parce qu'on n'avait pas forcément les connaissances. On sait que Hmm. le cyber aujourd'hui, c'est assez complexe, on a plein de solutions. Avant de savoir ce que c'était qu'un EDR, un MFA, etc., j'en avais strictement aucune idée dans mes anciens Hmm. emplois. Euh, donc, c'est de choisir en tout cas un courtier qui est spécialisé en assurance cyber, un courtier qui est plutôt réactif et une personne aussi qui va être en mesure de vous accompagner dans la gestion des sinistres et donc qui va connaître les contrats d'assurance cyber. Euh, j'ai un exemple, moi, en interne, une société qu'on accompagne qui a subi un sinistre avec une des compagnies chez lesquelles on l'avait placé, qui nous refusait une garantie parce qu'il y avait certains de ces serveurs qui n'étaient pas mis à jour. Elle nous disait, bah, il y a des serveurs qui ne sont pas mis à jour, donc moi, je ne prends pas la garantie. Sauf que la spécificité, c'était que ces serveurs qui n'étaient pas mis à jour n'étaient pas du tout la cause de l'intrusion en fait dans le système d'information. Et donc, le refus était complètement injustifié. Ce qu'on a avancé à la compagnie et on a fini par obtenir l'indemnisation de la part de l'assureur. Mais voilà, si on a un courtier qui est plutôt généraliste et qui ne connaît pas forcément le fonctionnement de ces contrats d'assurance cyber, bah, potentiellement, on peut se retrouver dans une situation où on a un refus de garantie de l'assureur et on n'a pas d'indemnisation, alors que finalement, on aurait dû avoir cette indemnisation. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut dégager des tendances un peu par secteur, peut-être, je sais pas, le monde de la santé, le tourisme, l'industrie, toutes les organisations concernées par Nice 2, par exemple, dans des verticales, la défense, le régalien. Alors, est-ce qu'on a des secteurs qui sont des tendances d'attaque, par exemple, qui ont tendance à être beaucoup attaqués? Est-ce qu'on peut sortir une tendance? Et est-ce qu'on connaît un peu la fréquence des attaques qu'on a dans ces secteurs? Non, aujourd'hui, il n'y a pas de secteur qui serait plus à risque que d'autres. Je pense que toute entité aujourd'hui est visée. On le voit d'ailleurs dans la presse, hein, on a des grands groupes. On a eu Jaguar Land Rover qui a été Ouais, oui. cyberattaqué. On va avoir beaucoup de mairies, on a vu des hôpitaux, on voit des associations, on voit des TPE, PME perdus au fin fond de la France qui se pensaient d'ailleurs totalement sous les radars puisque pas d'intérêt énorme avec des chiffres d'affaires qui ne sont pas forcément conséquents. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire qu'il y a des secteurs qui sont plus à risque que d'autres, tout le monde est à risque. Et d'ailleurs, il y a le rapport du Césin qui est sorti en début d'année qui nous fait un état de 47% des entreprises qui ont subi une cyberattaque en 2024. Et on parle de cyberattaque significative. Donc ça veut bien dire qu'en fait, il y a tout type d'entreprise qui est visée, et tout type d'entité, même au-delà, qui peut subir des cyberattaques. En fait, on a une facilité aujourd'hui qui est assez déconcertante pour cyberattaquer une société. C'est plus uniquement des spécialistes du domaine. On peut aller sur le dark web et acheter des solutions, des hacks de services pour s'amuser, Ouais. entre autres, d'aller attaquer des sociétés. Donc, donc non, il n'y a plus de secteur, enfin, il n'y a pas de secteur qui est vraiment visé. Tout le monde est à risque et très souvent, d'ailleurs, pour ces TPE-PME, on ne vise pas une société de manière très précise.
un peu comme le pêcheur va jeter son filet, bah, c'est pareil pour le hacker. Il va jeter le maximum de phishing, parce que finalement, c'est une des attaques qui fonctionnent le mieux aujourd'hui, hein. On parle de Ouais. 60% des cyberattaques qui passent par ça, après l'exploitation de failles. Et puis, il voit ce qui va récupérer. Donc, non, il y a pas de secteur aujourd'hui qui est privilégié par les cyberattaquants. Bon, renseignement de tout ça, c'est qu'en gros, qui que vous soyez, vous avez une entreprise, vous avez une certaine connexion à Internet, Mhm. vous devez absolument considérer que vous êtes cyberattaquable. C'est ça. Alors juste, t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu la santé, en gros, financière de ce marché de la cyberassurance. Si effectivement, vous devez payer, rembourser enfin, indemniser les sinistres beaucoup plus que le nombre de primes collectées, à un moment donné, ça fait ça fait du négatif, hein, on est d'accord. Donc là, Mhm. ça marche un peu sur le, donc, quel est un peu le marché de la santé et finalement, comment est-ce que Resco Courtage tire son épingle du jeu dans ça? Quelle est votre santé, en gros, pas, j'allais pas dire financière, mais comment ça se, tu vois un peu la tendance? Alors aujourd'hui, les assureurs sortent des chiffres qui sont largement améliorés par rapport à ce qu'ils étaient à la sortie du Covid, hein. On Mm. parle d'un taux de sinistralité sur prime qui est de l'ordre de 20%. Donc en gros, on collecte 100 et on reverse 20 pour les sinistres qui sont déclarés. Ça s'explique en fait par plusieurs critères selon moi. Le premier, c'est que bah, quand on est cyberassuré, forcément, on a accès à une cellule de crise qui se met en place dès les premières heures. Donc forcément, ça Mm. fait baisser le coût d'une cyberattaque. Euh, et puis on a accès à un panel de prestataires en fait qu'on n'aurait pas forcément accès si on n'était pas cyberassuré. J'ai un de mes assurés aujourd'hui, enfin qui est assuré aujourd'hui depuis avril, qui me disait qu'avant de s'assurer, il avait subi une cyberattaque, il avait appelé un prestataire qui lui avait dit bah moi vous n'êtes pas assuré, j'ai pas de lien avec vous. Si vous voulez, je peux intervenir dans 3 semaines ou un mois. Ah, mais 3 semaines, un mois dans une crise cyber, on sait que la moindre heure peut être importante. Donc, bah, il a trouvé une autre solution, mais finalement, il n'a pas eu accès à ce panel. Et ça lui a forcément fait prendre du retard et des coûts supplémentaires. Et puis, les assureurs aujourd'hui sélectionnent plus ou moins, alors oui, sélectionnent leurs risques. Donc, ils prennent principalement, on va dire, les bons élèves. Donc, forcément, Oui. on a des sociétés qui sont quand même déjà assez matures sur le risque cyber, ce qui permet en fait d'avoir des sociétés qui sont moins attaquables que ce qu'on pourrait trouver de manière générale sur le territoire français, quoi. Ouais, Donc dans carrément. tout, le marché est plutôt favorable pour l'instant. Après, ça reste un marché risqué. C'est un produit en fait sur lequel on a un risque sériel qui est assez important. On l'a vu d'ailleurs avec la crise CrowdStrike en 2024, hein. Dès qu'on a un prestataire de cette ampleur qui est touché, alors là c'était juste une panne et finalement on a trouvé une solution assez rapidement, donc il n'y a pas eu de sujet. Mais si on a un acteur de ce type-là qui subit une cyberattaque et derrière où on a une inexploitation de ce prestataire pendant plusieurs mois, potentiellement les sommes peuvent être énormes et la stat Oui. sinistralité sera forcément fortement impactée. Donc voilà, c'est un marché qui est très mouvant. Aujourd'hui, il se porte bien. Peut-être que dans 5 ou 10 ans, on ne tiendra pas le même discours. Oui, oui, c'est ça. C'est quand même. Après, c'est aussi un peu lié, j'ai envie de dire, à l'expérience qu'on a de la cyberassurance et des attaques qu'on a subies auparavant. On a Mm, mm. beaucoup moins de recul sur les cyberattaques depuis quelques années, alors qu'effectivement, ça fait 50, 60 ans qu'on assure des voitures. C'est là Mm, aussi où le cyberassureur va prendre beaucoup plus de risques qu'un assureur de responsabilité civile ou d'un assureur automobile. Donc forcément, c'est plus compliqué comme métier et c'est mm, mm. une vraie contrainte pour les actuaires. Alors les actuaires, on parle un peu de sémantique. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec la sémantique de l'assurance, l'actuaire, c'est la personne qui va justement travailler sur la définition des primes, hein, qui vont être proposées aux clients et des garanties, bien sûr, en fonction des données Mm, qu'ils ont. D'ailleurs, je regrette parce que moi, typiquement, le monde de l'actuariat, c'est un monde que j'ai découvert il y a quelques années. C'est pas des mondes qui sont vraiment mis en avant dans dans le processus des études. Jusqu'au bac, on n'en entend pas parler, même post-bac, en fonction de la filière dans laquelle on va évoluer. Je trouve qu'on ne fait pas assez ou pas beaucoup la promotion de l'actuariat ou des études d'actuariat. Donc, je pense que ça mm, mériterait mm. d'avoir un peu plus
voilà, encore une fois, en termes d'éducation, ça fait partie de l'éducation aussi à la cyberdéfense, donc ça peut être une bonne chose. Alors, on va essayer aussi maintenant de sortir un peu les bénéfices. On va essayer même de pas trop traîner parce qu'il est déjà midi moins 5. On avait prévu une demi-heure, mais voilà, encore une fois, ce sont des sujets tellement passionnants que on a plein de choses à vous dire. Alors, quel type d'organisation, tu en as parlé un petit peu déjà, sont concernés quelle taille? Mais pas seulement, ça peut être, là je parle de TPE, ETI, SBF 120, CAC 40, tout ça, Mm. mais ça peut être aussi par secteur. Donc, à qui on s'adresse, à qui s'adresse la cyberassurance? Voilà, la cyberassurance s'adresse à n'importe quel type Eh oui, d'entreprise, hein, que ce soit de la TPE, de la PME, de l'ETI et du grand groupe. Euh, on voit qu'aujourd'hui, pareil, dans le rapport César, en fait, ils nous sortent une stat sur laquelle plus de 30% des entreprises qui subissent une cyberattaque sont des TPE, PME. Donc hum, voilà, ça veut bien dire que ça touche vraiment tout type d'entité. Donc hum, elles aussi sont concernées par l'assurance cyber. Aujourd'hui, on a un taux d'équipement qui est assez bas parce que je pense qu'il y a un manque de connaissances. Il y a peut-être aussi des préjugés sur cette assurance cyber. On pense que c'est cher, que c'est compliqué à oui, mettre en place. C'est pas le cas. C'est vraiment rapide. Si vous vous faites accompagner en soi un contrat d'assurance cyber pour une TPE-PME, il suffit que vous connaissez un petit peu votre IT ou vous avez un prestataire avec lequel on peut échanger. Ça peut se mettre en place en l'espace de 1 ou 2 jours. C'est vraiment très rapide. Euh, ouais, Ensuite, pour les grands groupes, je dirais que c'est un peu différent. Les grands groupes ont une manne financière qui leur permettent parfois d'avoir des certes internalisées et ont une capacité financière en fait de faire face à une cyberattaque. Eux souscrivent pas forcément à des contrats d'assurance cyber, même s'il arrive qu'il y en a certains qui en souscrivent avec des montants de franchise qui sont assez conséquents. Et comme ça, en fait, ils se disent qu'ils gardent une part du risque sur 1 million et puis le reste, ils se font accompagner par l'assurance cyber. C'est pas vraiment le même marché que les TPE, PME, ETI. ouais, Mais ouais. pour autant, elles s'assurent. Et au-delà des entreprises, on a vraiment toutes les entités. On a des associations aujourd'hui qu'on assure. On a des écoles aussi au sein de notre cabinet. Il y a des hôpitaux aussi qui sont assurés. Enfin, c'est vraiment un panel qui est très large. Il y a tout type d'entité qui est assuré aujourd'hui. Donc, Oui, pour les très grandes entreprises, on a aussi vu des entreprises qui se regroupent, peut-être oui. par secteur, dans le monde, par exemple, de l'aéronautique ou de la défense. J'ai vu des gens, des grandes organisations qui se sont regroupées pour créer leur propre captive hein, dans le monde de l'assurance. Mm, Ce qu'on appelle la captive, c'est que eux-mêmes vont se constituer leur trésor de guerre, si j'ose dire, mettre de l'argent de côté plutôt que de payer un cyberassureur, justement. Ils vont mettre de l'argent de côté et puis, bah, effectivement, pendant ce temps-là, l'argent va pas dormir, il va travailler. Mais en tout cas, voilà, ils peuvent se conseiller. Alors, soit faire sa propre captive en tant que grand groupe, parce qu'ils ont les moyens de le faire, soit effectivement de se regrouper par secteur, et puis mm. de mettre en commun une captive. Et en cas de crash, si j'ose dire, eh bien, ils auront le potentiel financier pour se relever. C'est une autre approche. Au-delà, Voilà. ouais, au-delà de cet aspect-là, on remarque de plus en plus aussi de, de sociétés en fait qui sont plus ou moins contraintes de souscrire à ces assurances cyber. On sait qu'il y a les gros groupes qui sont très, très sensibles au risque du supply chain, Oui, où ah le oui. cyberattaquant viendrait rentrer par un prestataire qui a forcément un peu moins de sécurité pour remonter sur le gros groupe. Donc, dans les appels d'offres, on rencontre de plus en plus d'obligations de souscrire à une cyberassurance pour travailler avec ces grands groupes ou avec des communes et autres entités publiques. Alors, comment le cyberassureur va prendre part en fait à la réduction du risque? Est-ce que vous allez proposer des conseils de solutions, par exemple, à utiliser en termes de cyberdéfense, enfin en termes oui, de défense de votre, de votre IT, de votre organisation, enfin, de votre infrastructure? Comment est-ce que vous allez vous-même, d'ailleurs, il y a une question qui vient d'apparaître. Est-ce que d'abord on fait un audit pour savoir effectivement la maturité défensive de la structure en question? Comment est-ce que vous allez calculer, vous, l'exposition au risque de votre client? En fait, aujourd'hui, les assureurs, c'est purement du déclaratif. Donc, on va vous remettre un questionnaire. Moi, j'aime pas trop passer par ces questionnaires parce que finalement, ça reflète pas forcément l'IT qu'on a en face de nous. Je préfère organiser en général des échanges en visio entre la compagnie et l'assuré pour qu'il puisse, Oui, lui, exposer son IT et dire comment il fonctionne. C'est mieux que cocher des cases sur un simple questionnaire, mais c'est purement du déclaratif. Aujourd'hui, on ne vous demandera jamais de justificatif sur telle ou telle solution que vous avez mise en place. Par contre, le jour du sinistre, là, on va vérifier. Si vous ah oui, m'avez dit que vous aviez des sauvegardes qui sont déconnectées et que le jour du sinistre, on se rend compte que vos sauvegardes n'étaient pas du tout déconnectées, et finalement, elles ont été chiffrées en même temps que votre IT, ah oui, oui. là, on va vous dire, bah, en fait, la déclaration était fausse.
si j'avais eu cette information, je ne vous aurais pas forcément assuré, ou alors je vous aurais assuré à un prix qui était beaucoup plus, bien supérieur à ce que je vous vendais aujourd'hui. Donc non, il n'y a pas d'audit, c'est purement du déclaratif là-dessus. Pour la perte et le calcul des garanties qu'on doit mettre, tout va dépendre de la société, tout va dépendre de quelle est son utilisation de l'IT dans son activité. Ça peut être quelles pourraient être les pertes d'inaccessibilité au système d'information. On sait par exemple que des sites de e-commerce ou de l'industrie, Ouais. s'ils sont bloqués au niveau IT, potentiellement les C'est pertes elles peuvent perte être de énormes dès la production. première heure. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors que dans le tertiaire, on peut avoir des activités où finalement la perte de chiffre d'affaires va pas être si conséquente que ça. On va prendre du retard et on va perdre Mm. beaucoup de données potentiellement, mais le chiffre d'affaires on arrivera à rattraper, on va dire, le retard au cours de l'année sur ce qui a été perdu pendant cette crise. Ouais, on peut imaginer une entreprise de transport, par exemple, qui aurait 3000 chauffeurs et Ouais, c'est peut-être ça. une centaine de personnes tertiaires. Bon, bah, les chauffeurs vont pouvoir continuer à livrer. En revanche, là où on va avoir un problème, c'est quand même sur la facturation, sur effectivement la gestion des plannings, ou un certain nombre de choses comme Exactement. ça. Donc, ça, faut quand même surveiller ce genre d'approche. Très bien, Mhm. Michael, merci pour toutes ces réponses. Tu nous éclaires beaucoup, en tout cas, sur, sur toute cette approche de la cyberassurance. Alors, quelles sont les bonnes pratiques côté client, en fait, parce que voilà, je suis client, je pense avoir tout bien fait en termes de cyberdéfense, de solutions de défense. J'ai une maturité défensive que je peux exposer à un cyberassureur. Euh, bon, là, j'ai peut-être déjà répondu à la question finalement, mais quelles sont les bonnes pratiques du client? Qu'est-ce qu'il va devoir te montrer pour que tu puisses le cyberassurer? Aujourd'hui, ça va être de respecter les prérequis. On va Oui, dire qu'une société qui arrive et qui me dit j'ai absolument rien, forcément, on n'est pas assurable. oui, Je prends souvent en fait le parallèle avec les solutions techniques et le contrat d'assurance sur un sujet très simple qui est l'assurance habitation. En fait, oui, aujourd'hui, vous avez une assurance habitation, pour autant, vous mettez un verrou à votre porte d'entrée. Et inversement, vous avez un verrou sur votre porte d'entrée et vous souscrivez quand même un contrat d'assurance un contrat d'assurance habitation, pardon. Donc, l'un dans l'autre, les deux vont ensemble. Il faut être résilient sur son risque cyber pour être assurable. Il faut montrer à l'assureur qu'on fait des efforts aussi de notre côté pour ne pas être, attaqué. Voilà, donc il y a vraiment un lien entre les deux. À mon avis, c'est deux choses qui vont totalement ensemble. Quand on regarde sa résilience cyber, on a des aspects techniques et on a l'assureur derrière qui est là pour tout ce qui est accompagnement sur l'incident, en fait, hein, de l'assistance immédiate, de la prise en charge des frais supplémentaires, du remboursement de la perte d'exploitation. Enfin, voilà, c'est un ensemble. C'est un ensemble. alors, Aujourd'hui, est-ce on qu'on peut. pourrait proposer aujourd'hui à notre audience, par exemple, alors c'est pas une question, c'est une question qui vient d'arriver, c'est pas une question qu'on a préparée. Est-ce qu'on pourrait proposer à notre audience aujourd'hui une liste peut-être des cases à cocher pour se préparer justement avec tous ces prérequis? Ok, tous les prérequis sont là. Ça y est, j'appelle mon courtier en cyberassurance. La chose la plus importante aujourd'hui, ça reste les sauvegardes. Parce qu'on Ouais, sait que même si on perd l'IT complètement, on peut repartir sur des sauvegardes qui sont, on va dire, assez récentes, on va dire d'une semaine, peut-être un mois grand maximum. Ça nous permet de repartir sur quelque chose de concret. Donc, les assureurs demandent aujourd'hui des sauvegardes qui sont soit déconnectées du réseau, comme ça, si oui. le cyberattaquant rentre sur le réseau, il ne peut pas trouver les sauvegardes, soit des sauvegardes immuables, donc qui ne sont pas modifiables. On va dire, c'est la base pour les assureurs. Ensuite, on va demander à ce qu'ils aient des antivirus pour les plus petites sociétés, mais derrière, on va leur demander pour les plus grosses, est-ce qu'elles ont des EDR? Est-ce qu'ils sont managés? Est-ce qu'on a un SIEM? Est-ce qu'on a des plans de reprise d'activité et de plans de continuité aussi d'activité qui sont très Oui. importants parce que finalement, c'est ce qui va permettre de limiter aussi les pertes si on s'est préparé en amont de cette cyberattaque. Et puis après, on aura des choses encore plus poussées. On va avoir la politique des comptes administrateurs. On va avoir la journalisation des logs. On va avoir, c'est un panel qui est assez large hein, finalement. On va avoir beaucoup de questions qui vont être posées. Si on a du travail à distance, est-ce qu'on a mis en place le VPN? Est-ce qu'on a le MFA? Est-ce qu'on fait des formations auprès de ses collaborateurs pour s'assurer qu'ils soient résilients sur le risque cyber? Est-ce qu'on fait des exercices de gestion de crise? Voilà, c'est plein d'éléments comme ça qui peuvent être demandés par les assureurs et qui vont varier en fait aujourd'hui
d'une société à l'autre en fonction des besoins et des risques auxquels elles sont Ouais, exposées. elles sont exposées. Très bien. On va avancer parce qu'on n'est pas tout à fait dans les temps. Donc, quelles sont les bonnes pratiques en cas de sinistre? Alors, est-ce qu'il faut tout effacer? Alors, ça, j'ai envie de prendre le point parce que Oui, il y a des recommandations de l'ANSSI. Là, on est sur des approches aussi un peu, j'allais dire, compliance, réglementaire. Vous devez, en cas de sinistre, en tout état de cause, contacter l'ANSSI, surtout alors, si vous êtes Nice, enfin sujet à Nice, Nice 2, évidemment, vous avez des contraintes et normalement vous les connaissez puisque vous savez que vous êtes Nice 2, concerné par Nice 2. Vous devez déclarer votre sinistre à l'ANSSI. L'ANSSI peut éventuellement venir sur place parce qu'ils ont des antennes un peu partout en France, venir sur place pour constater. Et ce qui va être intéressant pour l'ANSSI, justement, ça va être de comprendre comment l'attaquant est entré, comment ça s'est passé, comment l'attaque, le mode opératoire, quel a été le mode opératoire de ces assaillants, pour comprendre un peu comment ils sont venus, puis alors déjà réparer, mais aussi comprendre comment on peut mieux se défendre pour les futures attaques. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, un attaquant qui pose un ransomware chez un client, alors on va parler après de ce qu'il faut payer par exemple en cas de ransomware. Euh, voilà, il faut comprendre un peu tout ça. Donc l'ANSSI va regarder. L'ANSSI, le travail de l'ANSSI, ça va pas forcément être de faire ce qu'on appelle l'attribution. On va pas forcément chercher à savoir qui est derrière cette attaque, bah parce qu'en fait, c'est tout simplement un acte politique. Hein. Si on arrive à dire que l'entreprise X a été attaquée par un État, que ce soit les Chinois, les Américains, les Israéliens, peu importe, c'est pas le sujet, mais si on commence à faire de l'attribution, c'est un acte politique. Donc on peut s'exposer aussi à des problèmes de... Voilà, ça peut être des actes de guerre. On va dans les mots un peu lourds, mais c'est de ça dont il s'agit. Donc on va pas parler d'attribution, mais il faut déclarer à l'ANSSI son sinistre. L'ANSSI va venir chez vous, vérifier, voilà, pour essayer de comprendre le mode opératoire d'attaque. Donc surtout ne pas effacer, vous déconnecter du réseau, ne pas effacer les preuves, si j'ose dire, parce qu'il va falloir effectivement faire ce travail de forensique, d'analyse post-mortem. D'accord. Alors après, en termes de, peut-être que tu as aussi ton approche d'un point de vue cyberassurance. non, bah, ça rejoint un peu ce que tu dis. On va dire que tout éteindre n'est pas forcément la recommandation des assureurs, hein. Au moins, ça permet de retracer par où est rentré le cyberattaquant. Je veux dire que le plus urgent, ça serait d'isoler l'endpoint Oui. qui a été infecté pour pas qu'il puisse se déployer dans l'ensemble du réseau. Mais sinon, je te rejoins sur le reste. Donc voilà, on n'efface pas tout. On contacte l'ANSSI ou cybermalveillance.gouv et voilà, et on fait le déclaratif. Il y a aussi il y a Pharos, le système Pharos, quand il s'agit d'atteintes physiques ou d'atteintes à des personnes physiques. Ah, bon, bah voilà. Faut-il payer la rançon plutôt que de déclarer un sinistre? Alors, la question côté cyberassureur, c'est finalement, est-ce que si je déclare un sinistre, est-ce que je vais pas prendre un gros malus comme si j'ai cassé 3 fois le phare de ma Clio? Eh bien, à un moment donné, l'assureur va se dire, bon, peut-être lui, il sait pas conduire. Donc là, si on fait 3 ou 4 déclarations de sinistre, ou même juste un seul, à partir de quand, peut-être la question côté cyberassureur, à partir de combien de déclarations on peut commencer à avoir une surprime, parce qu'on va appeler ça comme ça, par rapport au fait qu'on n'a pas été vraiment exceptionnel en termes de défense. Alors, faut-il payer Bah, la rançon aussi? Moi, je réponds d'abord sur le ah ouais. côté un petit peu cyberdéfense. Non, 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 il ne faut pas payer la rançon. Faites ce que vous pouvez pour faire justement mettre en place votre maturité défensive en amont, déclarez votre sinistre à l'ANSSI si ça arrive, déclarez votre sinistre à votre cyberassureur, mais jamais, jamais payer la rançon. Pourquoi il ne faut pas payer la rançon? Parce que tout simplement, vous financez le crime. Derrière, toutes ces problématiques d'hameçonnage, de phishing, de ransomware, de rançongiciel, en bon français. Et il existe des organisations criminelles, terroristes. Voilà, on n'a pas peur de dire les choses. Derrière, ce sont des terroristes, des criminels. Et à partir du moment où vous payez la rançon, vous financez le crime. Alors, il y a eu d'ailleurs un sujet en 2022-23, quand Bercy avait annoncé, ça y est, vous pouvez vous faire rembourser quand vous avez payé votre rançon. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça a mis un émoi pas possible dans le monde de la communauté de la cybersécurité en général. Ça a rendu complètement fou le patron de l'ANSSI à l'époque, Guillaume Poupard,
parce que justement, lui, ça faisait des années qu'il militait pour dire non, il ne faut surtout pas payer les rançons, parce que ça finance le crime. Et là, Bercy se dit, oh là là, bah ça y est, maintenant c'est open bar, entre guillemets, hein, vous faites vous portez plainte, vous déclarez votre sinistre à votre cyberassureur, et votre cyberassureur va payer. Donc là, forcément, ça a entraîné un certain nombre de problématiques. Donc, existe-t-il, Michael, une espèce d'approche du malus à partir du moment où on va déclarer son sinistre de cyberassurance, enfin de son sinistre Alors, de. je fais juste une aparté sur la rançon. Aujourd'hui, les assureurs suivent un peu plus la vision de l'ANSSI, hein. Ouais. Aujourd'hui, ils arrivent dans le cas du paiement de la rançon. Alors déjà, c'est très très rare qu'on en soit à ce niveau-là parce que en général, les équipes d'experts IT qui sont mis à votre disposition arrivent toujours à sauver les meubles et on arrive à éviter ce paiement de rançon. Et puis, le paiement de la rançon, c'est une chose, mais déjà, on ne sait pas si on va récupérer ces données, hein. On ne sait pas si les cyberattaquants vont être très legit, on va dire, sur leurs demandes. Et puis, il y a une stat qui est sortie, hein, c'est 40% des entreprises qui ont payé une rançon se font de nouveau attaquer dans les 6 mois. Et oui. Forcément, on a la tête de bon payeur et donc, c'est absolument pas la bonne situation. Sur les bonus-malus, non, il n'y a pas de bonus-malus. Le contrat d'assurance cyber, d'ailleurs, a une particularité, c'est que on a des assureurs aujourd'hui qui préfèrent avoir des sociétés qui ont déjà été cyberattaquées, parce qu'en général, elles mettent en place derrière des solutions de sécurité pour ne pas subir le même type d'attaque. Donc forcément, elles deviennent plus résilientes. Et oui. Et donc, ça peut jouer aussi dans le calcul de la prime. Alors, effectivement, une société qui se fait attaquer de tous les côtés, il faut retrouver un taux de rentabilité pour les assureurs et forcément, elles vont appliquer des malus. Mais Ouais. si la société derrière fait des efforts en étant plus résiliente sur son risque cyber, on arrive à sauver les meubles sur ces augmentations. Très bien, voilà encore un éclaircissement très intéressant pour notre audience. On va essayer de terminer et de conclure assez rapidement. Alors, c'est une question peut-être vous vous posez. Pourquoi est-ce que Logpoint, un éditeur de SIEM, de la technologie de défense, s'intéresse à la cyberassurance? Bon, alors déjà, c'est une approche personnelle. Moi, j'aime beaucoup transmettre, éduquer le marché. Ça fait 20 ans que je fais ça. Éduquer les utilisateurs, les entreprises à la cybersécurité, à la cyberdéfense. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui m'anime depuis 20 ans. Euh, voilà. C'est la Logpoint aujourd'hui, le SIEM, le fait d'avoir une vision 360 et agnostique. On va récupérer les logs, hein. Tout à l'heure, tu parlais effectivement de la journalisation des logs. C'est ça notre métier. Mmh. On va avoir une vision 360 et agnostique sur toute votre infrastructure. Donc ça va être effectivement le premier rempart, parce qu'on va être capable de détecter des signaux faibles à l'intérieur de votre infrastructure, détecter éventuellement des mouvements latéraux, hein, des assaillants qui seraient déjà dans votre réseau et qui peuvent se dissimuler pendant un certain temps pour se faire oublier, pour pas se faire détecter. Et puis une fois qu'ils ont mis quelques éléments d'attaque partout sur votre réseau, les postes de travail, les firewalls, et puis d'autres, on ne sait jamais, par exemple, si vous avez de l'OT, eh bien, ils vont pouvoir attaquer très violemment. C'est ça notre métier aujourd'hui, et ça forcément, ça constitue votre porte d'entrée à la cyberassurance. Parce que quand vous arrivez chez votre cyberassureur, avec tous ces éléments, voilà, j'ai une vision, je sais là où j'ai su au fur et à mesure du temps là où j'avais des risques et là où il fallait que je me défende. Alors on a mis en place les moyens d'action de défense. À partir de là, vous allez voir votre cyberassureur et vous allez pouvoir en discuter. Voilà pourquoi Logpoint s'intéresse aujourd'hui, effectivement, entre guillemets, à la cyberassurance. Alors, du coup, quelle est la vision de Resco Courtage dans le long terme? On sait qu'on a très peu de feedback, d'expérience sur les cyberattaques. Comment est-ce que Resco Courtage, ou en tout cas aujourd'hui, Michael Bialis, voit le futur de la cyberassurance? Je pense que ça devrait être aujourd'hui un contrat d'assurance qui devrait être souscrit par toute entité. On ne peut pas s'investir 30 ans dans une société et du jour au lendemain tout perdre parce qu'on n'a pas mis en Ouais. place déjà des moyens de sécurité pour sécuriser son IT ou alors un accompagnement qui est payé pour pratiquement rien aujourd'hui avec de la cyberassurance, où on a un accès, on a un panel d'experts qu'on n'aurait pas accès si on n'était pas assuré. Sur la vision de la cyberassurance de manière plus générale,
C'est compliqué aujourd'hui d'avoir une vision à 10 ans parce que le risque est tellement mouvant aujourd'hui que Ouais. c'est impossible de savoir exactement ce qui va se passer. On voit que les assureurs adaptent leurs garanties. Aujourd'hui, on travaille avec tous les assureurs du marché français, qu'ils soient anglo-saxons, qu'ils soient InsurTech ou qu'ils soient assureurs historiques européens. Euh, Ouais. on voit quand même qu'on a des garanties qui viennent s'adapter un peu au marché. Par exemple, pour l'un de nos assurés, on a fait ajouter dans un contrat d'assurance la surfacturation du cloud pour une société qui potentiellement pourrait voir un cyberattaquant venir miner de la crypto-monnaie sur leur cloud. Voilà, Ouais. donc ça utilise plus de data et forcément, bah, on a le prestat derrière qui va Ouais. surfacturer. Et puis, on voit certains assureurs aujourd'hui qui commencent à s'adapter aussi au métier. Donc, ils vont ajouter des garanties spécifiques à chaque métier. Il y a un acteur là qui s'est spécialisé sur la partie construction avec des garanties qui sont vraiment adaptées à leur activité. Par exemple, sur la prise de retard sur un chantier, voilà, dû à une cyberattaque, eh ben, on va venir payer les pénalités de retard. Ou ça va être sur l'impossibilité de répondre à un appel d'offres suite à cyberattaque, voilà, sur de la perte de chance. Donc voilà, je pense que c'est des contrats qui vont tendre à s'adapter. Aujourd'hui, c'est des contrats plutôt standards, on va dire, pour n'importe quel type d'entité ou d'activité. Mais je pense que c'est des contrats qui vont s'adapter après à chaque Mm. secteur d'activité, qui vont trouver aussi les risques auxquels sont exposées les sociétés en fonction de ce de ce qu'ils font de leur côté. Vous avez des ressources internes concernant les experts IT, justement, qui vont accompagner les clients dans. Ou c'est souvent des gens qui sont chez Resco Courtage? Sur les prestataires, tu veux Les dire? experts IT qui vont justement accompagner en cas de déclaration de sinistre, s'il faut une intervention Alors, rapide. non, ils sont pas chez nous. C'est les assureurs, en fait. Les assureurs ont leurs prestataires, ils ont signé des conventions avec eux, ils ont des prix négociés et c'est eux qui les accompagnent. Ou alors, on a des assureurs aussi qui ont internalisé cette réponse à incident. Donc, ça va dépendre de l'assureur chez qui on va être. D'accord. Nous, par contre, notre but, ça va être de l'accompagner sur toute la partie assurantielle. Et donc, bah, peut-être de simplifier parfois les termes, de défendre ses intérêts en cas de conflit avec l'assureur lorsque on a l'évaluation des pertes qui ont été subies. Voilà, donc nous, c'est tout cet accompagnement-là qu'on va avoir. C'est l'accompagnement, on va dire, assurantiel et lien avec la compagnie sur lequel on va l'accompagner. Et puis, on va aussi s'intégrer au sein des réunions, même techniques, pour essayer bah, de faire accélérer les choses si on voit que ça traîne un petit peu, ou s'il y a des recommandations spécifiques à mettre en place, ou alors introduire des prestataires que l'assureur a déjà dans son panel et qui souhaiterait mobiliser pour sa gestion de crise. Très clair. Merci, Michael. Alors, j'ai essayé, je pense qu'on va écourter parce que là, il est déjà midi 20, alors qu'on a déjà bien dépassé, mais encore une fois, hein, c'était pour vous aller vraiment dans le détail et vous donner le plus d'informations possible. J'ai essayé à travers, j'ai vu passer vos questions, on a essayé d'y répondre de façon succincte sans dire effectivement nommer les questions ou quoi que ce soit, mais on a essayé de répondre à vos questions pendant cette séance, sauf si vous avez une petite dernière question, n'hésitez pas. Pendant ce temps-là, quelles sont les futures étapes, hein, tout simplement, en fonction de la taille de votre entreprise, des questions que vous pouvez encore vous poser. Logpoint, on a des choses aussi qui peuvent justement vous aider là-dessus. C'est le Security Maturity Assessment. En fait, vous avez une petite série de questions qui va vous donner un résultat à la fin. C'est en ligne, ça prend 3 minutes. N'hésitez pas à le faire. Alors, j'ai pas mis les liens là parce qu'évidemment c'est visuel. Cet après-midi, je vous envoie un email avec le replay et les liens qu'on a évoqués pendant. D'ailleurs, il faut que je pense à rajouter. Tu t'as beaucoup évoqué le rapport du Césin, Michael. Si tu peux me l'envoyer et puis Ouais. je le mettrai en référence cet après-midi. On a aussi un autre webinaire, non pas la semaine prochaine, dans 2 jours, qui s'appelle justement Oser détecter un peu les mouvements latéraux à l'intérieur de votre organisation. Vous pouvez évidemment aller voir logpoint.com si ça vous intéresse. Côté Resco, côté surtout assurance, vous avez le rapport Lucie. Ça, c'est quelque chose qui est édité par l'AMRAE tous les ans. Donc, Light Upon Cyber Insurance. C'est en anglais, mais vous inquiétez pas, c'est très digeste, il n'y a pas de problème. Et vous pouvez en apprendre Il est en beaucoup français plus. aussi, hein. Ah, il est Il est en en français français aussi, aussi? le Ah, rapport. ben Il est j'ai en toujours. français. Il est en Bon, français ok, aussi. je l'ai toujours lu en anglais, du coup, j'ai Mm. toujours cru que c'est toujours en anglais. Bon, formidable. Alors, je mettrai le lien sur le rapport Lucie en français, c'est beaucoup mieux.
rescocourtage.com, bien sûr. Je vous mettrai aussi quelques liens là pour montrer un peu l'aura que peut avoir Resco Courtage sur le marché. Donc, il y a Arnaud Gressel qui a été interviewé à maintes reprises sur, voilà, je vous ai mis deux articles un peu récents. Il y en a un du mois d'août et un du mois de novembre, un du mois d'octobre. Donc, voilà, Mhm. pour Et on les sera next aussi steps et en présent savoir plus. Et vous on êtes sera aussi présent à présent l'AMRAE, ouais. au salon de l'Amrae à Deauville en février aussi. AMRAE, salon en février. Donc là, pareil, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse pour en savoir plus sur tous les aspects assurantiels. J'ai pas vu d'autres questions. Michael, je te remercie infiniment. On a passé des très bons moments à Merci à toi. préparer ce webinaire. On a aussi passé, d'ailleurs, je pense, un certain nombre de messages avec des éléments actionnables, hein. Aujourd'hui, si vous n'étiez pas du tout en phase avec la cyberassurance, si vous ne connaissiez pas la cyberassurance, j'espère qu'on vous a transmis en tout cas beaucoup d'éléments qui vont vous mettre le pied à l'étrier, si j'ose dire. Moi, il y a vraiment un truc, hein, il y a un élément en particulier que je retiens, c'est que on a beaucoup tendance à se dire, oh là là, non, c'est pas possible, c'est vraiment pour les grandes entreprises, la cyberassurance. Alors que tout à l'heure, tu as vraiment évoqué quelque chose que tu as comparé avec l'acquisition d'un smartphone à l'année. Donc, on parle de, allez, un beau smartphone, c'est 1500, 1600 euros. Si la pérennité de votre business tient à 1500 euros par an, à quel moment il faut qu'on se pose la question de si c'est intéressant ou pas? Bien sûr qu'il faut y aller. Merci beaucoup. Un spectateur anonyme nous remercie pour cette présentation. Eh bien, en tout cas, elle est terminée, cette présentation. Bah voilà, toc. Merci beaucoup à tous. Je vous envoie un email cet Merci. après-midi avec les références. Et je te laisse le mot de la fin, Michael. Eh ben, merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit, avec plaisir pour vous répondre.